bonjour. Tu es? Valentin. Valentin. Et si tu devais dire qui tu es, sans dire ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu dirais? C'est compliqué. Je suis beaucoup de choses en dehors de ma vie professionnelle. Je suis un franco-belge assez amoureux de Bruxelles. Je suis un joueur de badminton. Je suis un ramasseur de champignons. Je suis un observateur d'oiseaux. Et je suis quelqu'un qui a terminé dans la communication européenne un peu par erreur, par hasard. Super. Et avant de terminer dans la communication européenne, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Alors là aussi c'est compliqué parce que j'ai tout sauf un parcours linéaire. Donc si je commence à en parler, je peux en parler pendant 2 heures sans m'arrêter. Donc je vais essayer de faire au plus court. J'ai fait un master en management du sport à l'origine et j'ai travaillé dans le domaine du sport pendant quelques années, notamment dans des organisations sportives européennes où j'étais plutôt dans la gestion des organisations et dans l'organisation d'événements sportifs, notamment dans le sport universitaire. Je me suis pas mal amusé à organiser des grandes compétitions européennes universitaires. Je travaillais à Ljubljana dans ce cadre-là, c'est trop bien. Et en fait, à côté, j'étais engagé dans des associations étudiantes, notamment le réseau des étudiants Erasmus, ESN, ce grand réseau qui est partout en Europe, que les gens connaissent souvent pour les soirées Erasmus dans les villes en Europe, mais en fait c'est un réseau qui est très politique. Et je me suis retrouvé, j'étais bénévole, mais on m'a demandé de m'occuper de questions assez politiques en tant que bénévole, et ça a fait switcher ma carrière vers le rôle de la société civile, les associations étudiantes et leur rôle politique. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Bruxelles, directeur d'un autre réseau européen de jeunesse, les Jeunes Européens Fédéralistes, et ensuite dans vraiment la politique pure en travaillant dans le Parti vert européen, et enfin au Collège d'Europe. Et travailler dans la politique, c'est souvent très engageant, difficile, il peut y avoir beaucoup d'enjeux. Est-ce que tu as jamais dû prendre des décisions que tu regrettes? J'ai envie de dire, je ne suis pas assez important pour avoir pris des décisions importantes qui avaient des impacts tellement énormes que je regrette. J'ai pas été dans des décisions, dans des positions de pouvoir qui font que j'avais des décisions vraiment importantes, politiques moi-même à prendre. Donc j'ai toujours été dans une situation finalement privilégiée où mes décisions sont ensuite vérifiées, où il y a des gens au-dessus de moi pour s'en occuper. Après, il y a des petites décisions, mais des décisions, on va dire, plutôt personnelles, de choix de vie et professionnelles. Je regrette pas, j'ai toujours pris des décisions un peu pour suivre des parcours, des chemins que j'avais envie de suivre sans nécessairement avoir de chemin de carrière. Je ne pense pas avoir une carrière, je pense que j'ai fait des expérimentations et ça, je ne regrette pas du tout. Et après ton engagement dans la politique, tu es arrivé à travailler pour le Collège d'Europe. Et le Collège d'Europe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'institut, l'université la plus importante où on forme la classe de dirigeants, disons, européennes, les administrateurs, les fonctionnaires. Beaucoup de personnes finissent pour travailler dans les institutions européennes quand même, non? Alors, je dois toujours casser quelques mythes à propos du Collège d'Europe. Alors oui, on est une formation d'assez haut niveau et on a vocation à former les gens pour les affaires européennes, mais au sens très large. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où c'était vraiment une école d'administration pour les institutions européennes, mais maintenant c'est beaucoup plus large. On a à peu près 25% des étudiants qui vont dans les institutions européennes, mais ça veut dire qu'il y a 75% qui vont dans les lobbies, dans les ONG, dans les cabinets d'avocats, qui vont faire de la diplomatie au niveau national, qui vont dans les Nations Unies, enfin les agences des Nations Unies aussi, qui vont faire de la recherche à Florence notamment. Donc c'est très très divers et on n'aime pas vraiment, d'ailleurs je pense que c'est pas vrai de dire qu'on forme les dirigeants. Nous on veut essayer de former des leaders responsables, des gens qui vont être potentiellement en position de responsabilité, qui ont une vocation à prendre des responsabilités, mais dirigeants, je trouve que c'est un peu réducteur. Voilà. Super. Et travailler en contact avec du coup ces jeunes qui, comme tu dis, vont devenir des leaders avec des visions et avec aussi l'envie d'avoir un impact positif sur la société. Qu'est-ce que ça t'apporte? À moi, personnellement, en tant que professionnel, pour moi, c'est génial. Je viens de ce milieu de la société civile de jeunesse. Donc, en fait, le Collège d'Europe, c'est
c'est le même milieu que celui d'où je viens, c'est-à-dire des jeunes qui sont passionnés par l'Europe. Et d'être au Collège d'Europe entouré tous les ans, à Bruges, de ces 340 étudiants qui sont vraiment passionnés. Ils sont dans l'ensemble évidemment plutôt pro-européens, mais il y a tout le spectre politique qui est représenté, mais ils sont passionnés par l'idée de débattre de questions européennes. C'est trop bien parce que tu as une énergie, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, ils sont là parce qu'ils ont envie de faire des choses intéressantes, ils sont toujours en demande de plus, ils sont toujours en demande d'échanges, ils sont intéressés. Moi, en tant que directeur de la com, je n'ai pas un poste où je donne pas particulièrement des cours, alors je donne des petits ateliers et machin, je donne pas de cours, mais ils viennent quand même à la recherche de mon expertise de communication, ils viennent me demander des trucs sur mon parcours précédent, ils sont toujours intéressés. Donc en fait, en général, tu finis tes journées de travail, tu es à la fois crevé parce qu'ils demandent beaucoup de trucs, mais en même temps, tu as plein d'énergie parce que tu es dans un environnement de travail de gens qui te donnent de l'énergie, quoi. Voilà. De l'énergie et de l'adrénaline. Adrénaline que je pense tu as aussi dans tes activités à côté, parce que toutes les personnes qui viennent à Bruxelles, tous les gens qui viennent à Bruxelles te connaissent, te suivent sur tes réseaux, en particulier sur LinkedIn où tu donnes plein de conseils sur comment survivre aussi dans la bulle européenne, comment trouver sa propre vocation, savoir comment aussi surmonter les périodes de difficulté, parce que c'est pas toujours facile de travailler à Bruxelles et de travailler dans les affaires européennes. Pourquoi tu as commencé à faire cette activité? Est-ce que c'est l'esprit bénévole Alors pourquoi j'ai commencé à faire ça? C'est un chemin croisé de plusieurs choses. Il y a un peu cet esprit bénévole, c'est-à-dire que en ce moment, pour l'instant, j'ai pas le temps, pas nécessairement l'envie d'être élu membre du bureau d'une grosse association. Je préfère mon bénévolat, c'est un peu ça, c'est faire des petits conseils à droite à gauche sans vouloir prendre trop de temps ni de responsabilité. Mais ça me permet de contribuer d'une certaine manière. Peut-être dans le futur, je retournerai à du bénévolat un peu plus structuré et compagnie. Mais voilà, on va déjà, c'est un peu l'esprit bénévole. Mais c'est aussi parce que mon parcours à moi, je suis arrivé par le milieu du sport, par le bénévolat dans les associations étudiantes, avec des études qui ne sont pas du tout Collège d'Europe ou Sciences Po. Et je suis arrivé dans ce domaine-là. Et en fait, ça m'a forcé à me poser beaucoup de questions sur... déjà, c'est quoi les compétences, c'est quoi les connaissances, des questions que le système éducatif ne nous amène pas souvent à nous poser. Typiquement, en général, on est assez conscient de notre propre connaissance, ce qu'on sait, mais on est assez peu conscient de nos compétences douces, de nos attitudes professionnelles. Et moi, j'étais obligé de prendre du recul là-dessus. Et en fait, en prenant du recul là-dessus, je me suis rendu compte que les autres gens, ils pensaient jamais et que c'était super utile de prendre cette perspective. En fait, tout ce que je fais sur LinkedIn, en général, c'est juste, je dis aux gens, prenez du recul par rapport à ce que vous êtes professionnellement et posez-vous des questions à propos de vous-même et ça va vous aider à fond. Et en fait, ça vient de là. Le dernier élément, la dernière croisée des chemins, c'est quand j'ai commencé à devoir en 2013, 2014, transitionner un peu de j'ai des petits jobs, un peu de bénévolat, un truc un peu plus sérieux. Je me suis posé une question, c'est quoi un bon job? Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas de ChatGPT. J'avais Google et tu tapais sur Google c'est quoi un bon job et les réponses que tu trouvais, c'était un bon salaire, des vacances. J'exagère à peine. Et en fait, j'ai commencé à demander, et moi ça ne me satisfaisait pas comme réponse, donc j'ai demandé à droite à gauche, à mes collègues, à mes parents, à mes amis, c'est quoi un bon job? Et j'ai développé une liste de 26 critères c'est qu'est-ce qui définit potentiellement un bon job pour moi. Et j'ai toujours réfléchi ma carrière en fonction de ça. Alors ça va de est-ce que c'est fun, est-ce que j'ai des collègues sympas, est-ce que mes responsabilités sont bien, est-ce que le salaire est bon, est-ce que j'ai des vacances, est-ce que machin. Et en fait, ça m'a permis d'éviter un petit peu le concept des bullshit jobs. C'est-à-dire que j'ai toujours eu très peur de m'enfermer dans un job qui est un job qui sert à rien, un job qui est là et qui pourrait disparaître parce qu'en fait il est bullshit. Et donc toutes les réflexions de l'anthropologue David Graeber sur le concept des bullshit jobs, c'est un truc qui m'a toujours extrêmement marqué. J'ai toujours très peur de ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Alors il y a beaucoup de gens qui ont des jobs qu'ils n'ont pas choisis. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu dois être forcé de faire certains jobs. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans la bulle européenne qui sont suffisamment privilégiés pour choisir ce qu'ils font et pour réfléchir à ce qu'ils font et choisir ce qu'ils font. Et malgré tout, ils se retrouvent enfermés dans des jobs qui n'ont pas de sens. Et en fait, ces gens-là, en général, ils sont tristes et misérables, quoi. Et à partir du moment où tu arrives, si tu es suffisamment privilégié en termes de niveau d'études, de compétences pour pouvoir choisir ton job, je trouve que c'est inacceptable que tu ne te demandes pas est-ce que mon job il a du sens, quoi. Et moi, ça m'a toujours donné beaucoup d'angoisse. Donc ce que je fais, c'est aussi essayer de parler un peu de ça et via mes petits conseils, dire éviter les bullshit jobs. Voilà.
Et du coup, on peut dire que le sens et la satisfaction personnelle, c'est un peu un de tes principes, une de tes valeurs. On peut Mais dire oui, ça? mais c'est hyper pragmatique pour moi. C'est-à-dire que tu vas passer, là, si tu fais un camembert de ta journée éveillée, d'adulte, et que on va dire de 25 ans à 70 ans, la principale partie du camembert derrière dormir, de ta journée éveillée, ça va être le boulot, en gros. Du coup, tu as intérêt à trouver un truc qui va te rendre heureux et où tu vas t'épanouir et qui va avoir du sens. Juste parce que c'est la majorité de ton temps de cerveau, c'est la majorité du temps où ton cerveau va fonctionner. Donc, si tu te dis par défaut, le travail, c'est de toute façon une souffrance, je vais trouver du sens dans le reste, enfin, tu es perdant parce que tu as 7-8 heures par jour où tu vas sûrement devoir bosser. Donc, autant trouver un truc qui te rend heureux, et ce qui rend les humains heureux, c'est trouver du sens. Là, il n'y a pas à dire, c'est prouvé. Et c'est quoi le sens que tu as trouvé dans le projet de l'Union européenne? C'est peut-être un sens assez, d'une manière assez naïf. C'est-à-dire que, en fait, je suis convaincu que la plupart des problèmes auxquels on fait face en tant que société, le meilleur échelon enfin, il y a plusieurs échelons pour résoudre différents types de problèmes, mais il y a un échelon supranational qui est beaucoup plus efficace que d'autres pour résoudre quantité de problèmes, et au premier desquels le changement climatique. Et je pense que voilà, c'est la logique. En fait, et on le voit, par exemple, on voit quand on fait coopérer, je sais pas, dans le réseau Erasmus, tu vois, tu prends des gens de 40 pays, ils arrivent très bien à résoudre et à coopérer ensemble, et tu te rends compte, notamment chez les jeunes, que les espoirs, les aspirations, les désirs, les repères culturels, c'est les mêmes. Enfin, c'est hyper facile de faire société ensemble au niveau européen, et on a tout intérêt à le faire si le but final, c'est un peu le progrès humain et le bien-être humain, on a tout intérêt à ce que cette coopération au niveau européen, elle soit plus forte. Enfin, ça me paraît, c'est un peu naïf, mais très concret et évident pour moi. Et si tu devais nommer un exemple ou une personne que tu veux remercier pour en être arrivé jusqu'à là, qu'est-ce que ce serait? J'en ai beaucoup. Hein. Tu peux faire une liste de trois. J'en ai beaucoup. Non, il y a mon grand-père. Mon grand-père, on vient de fêter ses 100 ans. On vient de fêter ses 100 ans la semaine dernière à Paris. Il est toujours indépendant. Il vit très bien tout seul. Il est né en Pologne. C'est un juif polonais. Et il a été déporté en Russie, notamment en Sibérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est arrivé en France après. Il a pas fait d'études, il travaillait le cuir, il faisait des manteaux en cuir, et il a bossé comme un fou toute sa vie. Il a élevé 3 enfants qui ont médecins, économistes, psychologues, alors que lui, il avait fait aucune étude, rien. Et il est resté toujours très 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 gentil. Et c'est vraiment mon modèle. On comprend ça au montage, mais c'est. Non c'est trop bien. C'est génial d'avoir une personne comme ça dans la famille. Et je m'émue aussi. Ouais, non, mais c'est. Je pourrais dire que ton grand-père, c'est comme un père d'Europe. Oui, c'est ça, quoi. Et donc voilà, moi, d'ailleurs, c'est du côté de ma mère, et j'ai fait rajouter le nom de ma mère à mon nom quand j'ai eu 18 ans, justement en hommage à mon grand-père, quoi. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Léon Lévy. Moi, j'appelle Zaïdès, qui est grand-père en yiddish. Voilà. Et donc mon grand-père surtout. Et sinon, j'ai eu beaucoup, enfin, les gens qui m'ont beaucoup inspiré, c'est souvent mes directeurs, mes chefs. J'ai eu de la chance comme j'ai fait plein de trucs différents, j'ai eu plein de chefs différents. Et de mon premier chef, quand j'organisais des événements en sport universitaire, à Federica Mogherini, l'ancienne rectrice du Collège d'Europe, j'ai toujours eu des gens qui étaient super inspirants, super sympas. Et du coup, dans l'ensemble, j'ai eu toujours des leaders qui étaient des gens inspirants, quoi. Et si tu pouvais si tu avais la possibilité de reprendre ton petit toi-même et de le regarder dans les yeux, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de peut-être un peu faire moins le con entre 16 et 19 ans. J'ai eu plutôt l'adolescence, j'étais plutôt gentil, hein, j'ai pas fait trop de conneries, mais c'est l'époque où j'étais un peu feignant,
quelques excès, rien de terrible, mais j'ai l'impression d'avoir peut-être perdu ou intellectuellement, j'aurais pu faire des efforts supplémentaires qui m'auraient permis je pense, j'aurais bien aimé être mature un peu plus tôt, quoi. Mais sinon, sinon plutôt, je sais pas, il a eu la chance, le petit moi, il a eu de la chance, donc il n'y a pas trop de choses à changer. Et tu penses qu'il serait fier? Oui, je pense que, ouais, je sais pas ce que ça veut dire la fierté. Moi, je pense, enfin, je suis quand même, enfin voilà, j'ai travaillé dans un parti de gauche et j'ai des valeurs, notamment en ce qui concerne la fierté vis-à-vis des accomplissements personnels qui est assez limitée. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis hyper privilégié. Je suis un mâle blanc d'un peu moins de 40 ans, venant d'une démocratie, d'une classe, venant d'une classe socio-professionnelle relativement aisée. Moi, j'aurais pu tout foirer et je m'en serais quand même sorti. Donc, en fait, moi, je suis pas fier de grand-chose. J'ai eu tellement de soutien et de facilité pour faire ce que je fais. Je prends des exemples très concrets, hein. J'ai eu une période de chômage pendant 6-8 mois où j'ai pu faire du bénévolat à temps plein parce que je viens d'un milieu suffisamment compréhensif et aisé pour qu'on m'a dit « ouais, tu t'engages à faire bénévole pendant 6-8 mois, on te soutient ». Et je veux dire, ça, c'est pas moi, j'ai pas travaillé pour avoir, c'est pas un accomplissement, c'est parce que je suis né au bon endroit au bon moment, j'ai pu ne pas travailler et au contraire développer des compétences et m'éclater pendant 6 mois et j'y suis pour rien. Donc, et ces 6-8 mois de bénévolat, ils ont joué énormément pour le reste de ma carrière. Donc moi, je suis pas. Oui, je crois qu'il faut travailler, je crois qu'il faut contribuer à la société et tout, mais l'accomplissement personnel, c'est un truc qui est très très limité, je pense. Voilà. Qu'est-ce que c'est ta plus grande vertu? Allez, je dirais la bienveillance. Je pense que je vois du bon en tout le monde et j'essaye d'être, en toutes circonstances, même dans les moments difficiles, j'essaye de rester toujours gentil et bienveillant. Quel est ton plus grand défaut? C'est bizarre, mais c'est l'évitement des conflits. J'ai beaucoup de mal avec les conflits au point que c'est un défaut. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est bien d'avoir des conflits sains et j'ai souvent beaucoup de mal à entrer dans des conflits. Mais ça va de mieux en mieux.